Mon petit-fils m'a appelé à 5 heures du matin et m'a dit « Grand-mère, ne mets pas ton manteau rouge aujourd'hui ». J'ai demandé pourquoi, et d'une voix tremblante, il a dit « Tu comprendras bientôt ». À 9 heures, je suis allé prendre le bus. Quand je suis arrivé, je me suis figé sur place au moment où j'ai vu ce qui s'y déroulait. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de commenter d'où vous regardez. Le téléphone a sonné à 5 heures du matin précise. Je le sais parce que j'étais déjà réveillé, assise dans le fauteuil à bascule de ma grand-mère près de la fenêtre, regardant l'obscurité céder lentement la place à l'aube. À 63 ans, le sommeil ne vient plus que par fragments, éparpillés comme les pièces d'un puzzle que je n'arrive plus à assembler. La ferme craquait autour de moi. Ces sons familiers de vieux bois qui s'installent que j'avais connus toute ma vie. Quand j'ai vu le nom de Danny sur l'écran, mon cœur a fait un bond. Mon petit-fils n'appelait jamais à cette heure. Jamais. Grand-mère. Sa voix était à peine un murmure, tremblotante comme la flamme d'une bougie dans le vent. Danny, mon chéri, qu'est-ce qui ne va pas? Grand-mère, s'il te plaît, tu dois m'écouter. Il y avait quelque chose dans son ton qui m'a glacé le sang. Pas exactement de la panique, mais quelque chose de pire. La peur mêlée à l'urgence. Ne mets pas ton manteau rouge aujourd'hui, s'il te plaît. J'ai jeté un coup d'œil au porte-manteau près de la porte d'entrée où mon manteau d'hiver rouge cerise était suspendu, comme chaque matin de cet hiver du Montana. Je l'avais acheté il y a 3 ans à Billings, une folie que j'avais justifiée parce qu'il me rendait visible sur les routes de campagne sombres. En sécurité. Danny, de quoi parles-tu? S'il te plaît, grand-mère, ne le mets pas. Porte n'importe quoi d'autre. Promets-le-moi. Tu me fais peur, mon chéri. Où es-tu? Est-ce que tout va bien? Je ne peux pas expliquer maintenant. Tu comprendras bientôt. Promets-le-moi, s'il te plaît. La communication a été coupée. Je suis resté assise là, le téléphone se refroidissant contre mon oreille, fixant ce manteau rouge. La maison me sembla soudain différente, comme si quelque chose avait bougé dans les murs même. Dehors, les premiers oiseaux entamèrent leurs chants matinaux, inconscients de l'effroi qui s'insinuait dans ma poitrine. Je n'ai pas mis le manteau rouge. À la place, j'ai enfilé ma vieille veste marron, celle aux coudes usés que je gardais habituellement pour travailler dans la grange. Quelque chose dans la voix de Danny avait touché au plus profond de mon instinct de grand-mère. Ce savoir ancestral qui me disait de lui faire confiance sans poser de questions. À 9 heures, j'ai descendu notre longue allée de gravier vers la route départementale où s'arrêtait le bus. Je prenais le même bus pour aller en ville tous les mardis et vendredis depuis 5 ans. Depuis le décès de mon mari Franck et la vente de notre deuxième voiture, la routine était réconfortante. Bus à 9h15, course, déjeuner chez Betty S. dîner, retour à la maison pour 15 heures. Mais aujourd'hui, il n'y avait pas de bus. À la place, il y avait des voitures de police. 4 d'entre elles, leurs gyrophares peignant le matin gris de rouge et de bleu urgent. Du ruban jaune était tendu en travers de l'abribus. Cette simple structure à 3 côtés où j'avais attendu d'innombrables fois, lisant mon livre ou regardant les champs de blé s'étendre vers l'horizon. Le shérif Tom Brennan m'a vu approcher et s'est immédiatement avancé, la main levée. Madame Alexia Foster, vous devez rester en arrière, s'il vous plaît. Tom, que s'est-il passé? Je dois prendre le bus. Il n'y aura pas de bus ce matin, Alexia. Son visage était grave, les rides autour de ses yeux plus profondes que dans mon souvenir. Nous étions allés au lycée ensemble, il y a 45 ans. Il y a eu un incident. Quel genre d'incident? Il a hésité, jetant un coup d'œil en arrière vers les enquêteurs de la police scientifique qui s'affairaient autour de l'abri. Un corps a été retrouvé ici ce matin. Vers 6 heures. Le monde a légèrement basculé. Un corps? Qui? Nous ne l'avons pas encore identifié, mais Alexia. Il a fait une pause, ses yeux cherchant les miens. Elle portait un manteau rouge, rouge cerise, exactement comme le vôtre. Mes genoux se sont dérobés. Tom m'a attrapé le coude pour me stabiliser. Ça va? Vous êtes toute pâle. J'ai besoin de m'asseoir. Il m'a guidé jusqu'à sa voiture de patrouille et m'a aidé à m'installer sur le siège passager. À travers le pare-brise, je pouvais les voir photographier quelque chose près de l'abri, une forme recouverte d'une bâche blanche. Tom. Danny m'a appelé ce matin à 5 heures. Il m'a dit de ne pas mettre mon manteau rouge aujourd'hui. L'expression du shérif a changé instantanément,
passant de celle du voisin inquiet à celle de l'homme de loi concentré. Votre petit-fils vous a appelé? Qu'a-t-il dit exactement? J'ai répété la conversation mot pour mot. Tom a sorti son carnet, écrivant rapidement. Où est Danny maintenant? Je ne sais pas. Il ne l'a pas dit. Il avait l'air terrifié, Tom. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Au dîner de dimanche. Il y a 3 jours. Il semblait bien, alors. Normal. Mais même en le disant, je me suis demandé si c'était vrai. Avait-il semblé normal, ou avais-je été trop prise par le chaos familial habituel pour le remarquer? Le dîner du dimanche à la ferme était une tradition que je maintenais depuis 30 ans. Mon fils Robert, sa femme Vanessa et Danny venaient tous sans faute. Mais dernièrement, les repas avaient été tendus. Vanessa me poussait à vendre la ferme pour déménager dans une résidence pour personnes âgées en ville. Elle avait apporté des brochures, des plans, des projections financières. « Maman, tu ne rajeunis pas », avait dit Robert, répétant les mots de sa femme. « Cet endroit est trop grand pour que tu le gères seul. » Mais ce n'était pas trop grand. C'était ma vie. Chaque pièce contenait des souvenirs de Franck, de l'éducation de Robert, des étés avec Danny courant dans les champs. L'idée de partir me rendait physiquement malade. Madame Foster. Une jeune détective s'est approchée. Une femme aux yeux vifs et aux cheveux noirs attachés en un chignon serré. Je suis la détective Roxane Merrick. Je crois comprendre que votre petit-fils pourrait avoir des informations sur cet incident. J'ai de nouveau expliqué l'appel de Danny. Elle a échangé un regard avec Tom. Nous devons parler à Danny dès que possible. Avez-vous un moyen de le joindre? J'ai essayé de l'appeler, mais je suis tombé directement sur sa messagerie vocale. J'ai essayé 3 fois de plus. Rien. Vit-il avec vous? A demandé la détective Merrick. Non, il vit avec mon fils et ma belle-fille en ville. Il a 19 ans, il étudie à l'université locale. Nous aurons besoin de leur adresse. Je la lui ai donnée, un sentiment de malaise grandissant dans mon estomac. Dans quoi Danny s'était-il fourré? Et pourquoi était-il au courant pour cette femme avant tout le monde? La radio de la détective a grésillé. Une voix a dit quelque chose à propos de la police scientifique et des premières constatations. Merrick s'est éloigné pour répondre, me laissant seul avec Tom. Alexia, je dois vous demander quelque chose. La voix de Tom était basse, presque apologétique. Quand avez-vous porté ce manteau rouge pour la dernière fois? Hier. Je l'ai mis pour aller en ville pour ma réunion du club de lecture. Et combien de personnes sauraient que vous le portez régulièrement? La question m'a frappé comme de l'eau glacée. Tout le monde, je suppose. Je le porte chaque fois que je sors. Il est reconnaissable. C'est pour ça que je l'ai acheté. Et qui saurait spécifiquement que vous prenez le bus les mardis et vendredis matins à cet arrêt? Ma famille, les autres passagers réguliers, Betty du restaurant, la moitié de la ville, probablement. Ma voix montait. Tom, que suggérez-vous? Je ne suggère rien pour l'instant, mais quelqu'un a été tué ici, portant un manteau identique au vôtre, à l'endroit exact où vous seriez normalement, et votre petit-fils vous a prévenu de ne pas venir. Les implications se sont abattues sur moi comme une vague. Quelqu'un avait voulu me tuer, et d'une manière ou d'une autre, impossiblement, Danny le savait. La radio de Tom a éclaté de parasites et de voix urgentes. Il l'a pressé contre son oreille, son visage s'assombrissant. Répétez ça, a-t-il dit dans la radio. Plus de parasites, une voix que je ne pouvais pas distinguer. Tom m'a regardé et j'ai vu quelque chose dans ses yeux qui a fait s'arrêter mon cœur. Plus seulement de l'inquiétude maintenant, mais de la suspicion. Alexia, j'ai besoin que vous veniez au poste avec moi. Pourquoi? Que se passe-t-il? Ce corps, nous venons de l'identifier grâce à son téléphone. Qui est-ce? La mâchoire de Tom s'est crispée. Son nom était Rachel Morrison. Elle travaillait aux archives du comté en ville, et d'après les journaux d'appel de son téléphone, elle a été en contact avec votre petit-fils, Danny, plusieurs fois au cours des 2 dernières semaines. Le matin sembla soudain plus froid que n'importe quel hiver du Montana que j'ai jamais connu. Il y a autre chose, a poursuivi Tom. Nous avons trouvé un document dans la poche de son manteau. C'est un acte de propriété pour votre ferme. C'est impossible. La ferme est dans ma famille depuis 4 générations. Il n'y a aucun doute sur l'acte.
Alexia, cet acte est daté du mois dernier. Et d'après le document, vous avez cédé la propriété à votre fils, Robert, et à sa femme, Vanessa. C'est insensé. Je ne ferai jamais. La signature semble authentique. Les archives du comté en ont une copie. Officiellement enregistrée il y a 3 semaines. Le monde a tourné. J'ai agrippé la poignée de la portière pour me stabiliser. Je n'ai rien signé. Tom, tu dois me croire. Je n'abandonnerai jamais cette ferme. Mais même en le disant, le doute s'est insinué. Avais-je signé quelque chose sans m'en rendre compte? Vanessa me mettait toujours des papiers sous le nez pendant le dîner, me demandant de signer des mises à jour de police d'assurance, des documents fiscaux, des formulaires médicaux. Elle travaillait dans l'immobilier. Gérer la paperasse, c'était son métier. M'avait-elle piégé pour que je signe l'acte de ma propre maison? Nous allons régler ça, a dit Tom. Mais sa voix manquait de conviction. Pour l'instant, j'ai besoin que vous veniez avec moi. Nous devons prendre votre déposition, et nous devons trouver Danny. Alors que je me levais pour le suivre, j'ai perçu un mouvement du coin de l'œil. Une voiture était garée à une 50aine de mètres sur la route, partiellement cachée par un bosquet de peupliers, une berline bleu foncé. Le moteur tournait. Je pouvais voir la fumée d'échappement dans l'air froid. Et au volant, nous observant, se trouvait ma belle-fille, Vanessa. Nos regards se sont croisés à distance. Elle n'a pas fait de signe, n'a pas souri, elle m'a simplement fixé avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Froide, calculatrice, presque triomphante. Puis elle a passé une vitesse et s'est éloignée. Tom, dis-je doucement. Je pense savoir qui pourrait avoir des réponses à propos de cet acte. Mais je ne pense pas que vous allez aimer ce que nous trouverons. Le poste du shérif sentait le café brûlé et la vieille paperasse. J'y étais allé 2 fois auparavant. Une fois lorsque Franck avait signalé le vol de notre tracteur il y a 30 ans. Et une fois pour renouveler mon permis de port d'armes pour le fusil que je gardais dans la grange pour les coyotes. Jamais en tant que témoin. Jamais en lien avec un meurtre. Tom m'a installé dans une salle d'interrogatoire au mur vert pâle et avec un miroir que je savais être sans teint. La détective Merrick s'est assise en face de moi. Un enregistreur entre nous. Madame Foster, j'ai besoin que vous me racontiez tout à nouveau. Chaque détail de l'appel de Danny. Je lui ai tout répété, mais cette fois je me suis forcé à me souvenir de plus de choses. Le bruit de fond lors de l'appel de Danny. Il y avait eu quelque chose. Du trafic, peut-être. Où était-ce le vent? Non, c'était de l'eau. De l'eau qui coule, comme un ruisseau ou une rivière. Il n'appelait pas de la maison, ai-je dit. Il y avait de l'eau en arrière-plan. Il était quelque part dehors. Merrick a pris une note. Votre petit-fils a 19 ans. A-t-il des antécédents de problèmes? Jamais. Danny est un bon garçon. Il étudie l'ingénierie à l'université locale. Il travaille à temps partiel à la quincaillerie. Il n'a même jamais eu une contravention pour excès de vitesse. Quelle est sa relation avec ses parents? J'ai hésité. C'était des affaires de famille, des questions privées, mais une femme était morte et Danny avait disparu. Son père, mon fils Robert, travaille de longues heures à l'agence d'assurance. Il n'est pas souvent là. Et Vanessa. J'ai choisi mes mots avec soin. Vanessa est très axée sur les apparences, sur le statut. Danny et elle se sont disputés récemment. À quel sujet? À propos de moi. À propos de la ferme. Vanessa veut que je la vende. Que je déménage en maison de retraite. Danny pense que je devrais la garder. Ils se sont disputés à ce sujet lors des dîners du dimanche. Merrick s'est penché en avant. Madame Foster, je dois vous demander directement. Pensez-vous que votre belle-fille pourrait être impliquée dans la falsification de cet acte de propriété? Avant que je puisse répondre, la porte s'est ouverte. Tom est entré, l'expression sombre. Alexia, votre fils est là. Il exige de vous voir. Robert, laissez-le entrer. Il a amené un avocat. Alexia, ils disent que vous ne devriez plus répondre à de questions sans votre propre représentation légale. Mon estomac s'est noué. Pourquoi aurais-je besoin d'un avocat? C'est moi la victime, ici. Tom et Merrick ont échangé un regard. Merrick a parlé avec précaution. Madame Foster,
il y a quelques complications. L'acte falsifié, s'il l'est, porte votre signature. Rachel Morrison, la victime, travaillait aux archives du comté et avait accès aux documents officiels. Et votre petit-fils, qui vous a prévenu du meurtre, a pris la fuite. Que voulez-vous dire? Je dis que certaines personnes pourraient interpréter cela comme si vous étiez impliqué dans un complot qui a mal tourné. Que peut-être vous, Danny et Rachel Morrison travaillaient ensemble et que quelque chose s'est produit. L'accusation m'a frappé comme un coup physique. C'est ridicule. Pourquoi falsifierais-je un acte pour donner ma propre propriété? Sauf si vous ne la donniez pas vraiment, a dit Merrick doucement. Sauf si cela faisait partie d'un plan pour piéger quelqu'un d'autre. Votre belle-fille, peut-être. Non, absolument pas. Je ne ferai jamais. La porte s'est de nouveau ouverte et Robert a fait irruption. Un homme mince dans un costume cher le suivait. Maman, ne dis plus un mot. Mon fils avait l'air débraillé, ses cheveux normalement soignés en désordre, sa cravate lâche. Voici Peter Mitchell. C'est un avocat pénaliste. Nous partons maintenant. Robert, je n'ai pas besoin d'un avocat de la défense. Je n'ai rien fait de mal. Mère, une femme est morte. La police pense que Danny pourrait être impliqué. Et Vanessa vient de me parler d'une histoire insensée d'acte de propriété. Nous devons nous protéger. Nous protéger de quoi? Peter Mitchell s'est avancé doucement. Madame Foster, je vous conseille vivement de ne plus répondre à de questions sans la présence d'un avocat. Shérif, détective, nous avons terminé ici, à moins que vous n'inculpiez ma cliente de quelque chose. Tom avait l'air mal à l'aise. Alexia est libre de partir, mais nous devrons lui reparler. Alors que Mitchell me faisait sortir, j'ai croisé le regard de Merrick. Elle me regardait avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Suspicion, curiosité, ou autre chose. Dans le parking, Robert m'a attrapé le bras. Maman, dans quoi t'es-tu fourré? Moi? Robert, je ne me suis fourré dans rien. Quelqu'un a essayé de me tuer ce matin. Cette femme est morte parce qu'elle portait un manteau comme le mien. C'est insensé. Qui voudrait te tuer? Je l'ai regardé directement. Étais-tu au courant de cet acte de propriété? Celui qui est censé transférer la ferme à toi et Vanessa? Son visage est devenu pâle. Quoi? Non. Quel acte? Celui déposé aux archives du comté il y a 3 semaines avec ma signature dessus, vous donnant, à toi et à ta femme, ma ferme. C'est impossible. Je n'ai jamais. Il s'est arrêté, son expression changeant. Vanessa, oh, Vanessa. Quoi à son sujet? Elle me harcèle depuis des mois pour te convaincre de vendre. Elle dit que la ferme est sur un terrain de développement de premier ordre, que nous pourrions gagner des millions si nous le lotissions. Je lui ai dit non. Je lui ai dit que tu n'accepterais jamais, mais elle a continué à insister. Il a passé une main dans ses cheveux. Tu ne penses pas qu'elle aurait vraiment falsifié quelque chose? Ta femme observait la scène de crime ce matin, Robert. Elle était garée sur la route, en train de regarder. Et quand elle m'a vu, elle est partie. Peter Mitchell est intervenu. Madame Foster, Monsieur Foster, je pense vraiment que vous devriez continuer cette conversation dans un endroit plus privé, et vous devriez tous les deux vous abstenir de faire des accusations tant que nous n'aurons pas tous les faits. Robert m'a ramené à la maison en silence. La ferme semblait différente, comme si je la voyais avec de nouveaux yeux. Quelqu'un voulait me la prendre. Avait tué pour ça, ou essayé. En remontant l'allée, j'ai vu une autre voiture garée près de la grange. La Lexus blanche de Vanessa. Qu'est-ce qu'elle fait ici? La voix de Robert était tendue. Nous l'avons trouvée dans ma cuisine, en train de fouiller dans mon classeur. Qu'est-ce que tu fiches ici? A exigé Robert. Vanessa s'est retournée, surprise. Ses cheveux blonds parfaitement coiffés n'ont pas bougé, son maquillage impeccable malgré l'heure matinale. Elle avait toujours été belle de cette manière calculée, comme une publicité de magazine pour le succès en banlieue. Robert, je cherchais des documents pour aider ta mère, des papiers juridiques, des formulaires d'assurance, tout ce qui pourrait prouver qu'elle n'a pas signé cet acte. En entrant par effraction chez elle et en fouillant dans ses dossiers privés? J'ai une clé. Ta mère me l'a donnée il y a des années pour les urgences. Je me suis avancé, gardant ma voix égale. Vanessa,
as-tu falsifié ma signature sur un acte de propriété? Son visage s'est transformé. Le masque d'inquiétude s'est fissuré, révélant quelque chose de froid en dessous. Bien sûr que non. Comment oses-tu m'accuser? Après tout ce que j'ai fait pour cette famille, toutes les fois où j'ai essayé de t'aider à prendre des décisions sensées. M'aider-moi ou t'aider toi. Alexia, tu es paranoïaque. Cette ferme est un fardeau que tu ne peux pas gérer. J'essayais de te protéger de toi-même. En volant ma propriété? Je n'ai rien volé. Sa voix s'est élevée, vive et cassante. Mais peut-être que si quelqu'un a falsifié cet acte, il te rendait service. Cet endroit tombe en ruine. Tu tombes en ruine. Combien de temps avant que tu ne tombes dans ces escaliers et que tu meurs seul sans que personne ne te trouve pendant des jours? Robert lui a attrapé le bras. Vanessa, arrête. Elle s'est dégagée de lui. Non, je n'arrêterai pas. Quelqu'un doit lui dire la vérité. Elle s'accroche à cette ferme comme si c'était un radeau de sauvetage, mais c'est en fait une ancre qui la tire vers le bas. Qui nous tire tous vers le bas. Sors, ai-je dit doucement. Quoi? Sors de ma maison, maintenant. Les yeux de Vanessa se sont rétrécis. Très bien. Mais tu devrais savoir, Alexia. Cet acte est légal et contraignant. J'ai vu les documents moi-même ce matin aux archives du comté. Ta signature est notariée, attestée par des témoins. Que tu te souviennes de l'avoir signé ou non, tu l'as fait. Et dans le Montana, un transfert d'acte de propriété correctement exécuté est valide même si le cédant prétend qu'il n'a pas compris ce qu'il signait. Comment sais-tu ça? A demandé Robert lentement. Elle a souri, un sourire aussi tranchant qu'un couteau. Parce que j'ai vérifié. Évidemment. Je travaille dans l'immobilier, tu te souviens? Je connais le droit de la propriété. Après son départ, Robert s'est effondré sur une chaise à la table de la cuisine, la tête dans les mains. Je suis désolé, maman. Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas, je l'ai cru. Robert avait toujours été faible, facilement influençable, mais pas malveillant. Son père disait en plaisantant que Robert était né sans colonne vertébrale, qu'il se pliait au gré du vent le plus fort. Nous devons trouver Danny, ai-je dit. La police le cherche. C'est de ça que j'ai peur, Robert. Danny a appelé pour me prévenir. Il m'a sauvé la vie, mais maintenant il est en fuite, ce qui signifie qu'il a peur de quelque chose, ou de quelqu'un. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. Grand-mère, je suis désolé. Je ne savais pas que ça irait aussi loin. Retrouve-moi au vieux moulin à minuit. Viens seul. Il te surveille. J'ai montré le message à Robert. Son visage est devenu encore plus pâle. Tu ne peux pas y aller. Ça pourrait être un piège. C'est Danny. Tu n'en sais rien. Ça pourrait être n'importe qui. Mais je savais, parce que le SMS se terminait par quelque chose que seul Danny et moi comprendrions. Souviens-toi de l'été des fraises. L'été où Danny avait 7 ans. Nous avions planté des fraises ensemble, tout un carré derrière la grange. Nous en avions mangé tellement lors de la première récolte que nous étions tombés malades tous les deux. C'était devenu notre blague privée, notre code pour « fais-moi confiance ». J'y vais, ai-je dit. Alors je viens avec toi. Non. Le message disait « viens seul ». Maman, s'il te plaît. Robert, pour une fois dans ta vie, fais-moi confiance pour gérer quelque chose. Ma voix était plus dure que je ne l'avais prévu. Ta femme est impliquée dans quelque chose de criminel. Ton fils est en danger, et quelqu'un a essayé de me tuer ce matin. Je n'ai plus le luxe d'être prudente. Il est parti à contre-cœur, me faisant promettre de l'appeler dès mon retour. Après que ses feux arrière aient disparu au bout de l'allée, je me suis assise dans l'obscurité grandissante, réfléchissant. Le vieux moulin était à 25 km, un moulin à grains abandonné sur la rivière Clearwater qui avait fermé il y a 20 ans. Les adolescents y allaient parfois pour faire la fête. Danny y était allé au lycée. J'avais trouvé des canettes de bière dans sa voiture une fois. Mais pourquoi là-bas? Et pourquoi à minuit? J'ai réessayé d'appeler le numéro de Danny, directement sur la messagerie vocale. À 23h30, j'ai attrapé ma lampe de poche et je me suis dirigé vers mon camion. La veste marron au lieu du manteau rouge. La nuit était sans lune, épaisse de nuages menaçant la neige. En sortant de l'allée,
Des phares se sont allumés derrière moi. Quelqu'un avait attendu dans l'obscurité, garé le long de la route départementale. Ils m'ont suivi, gardant une distance constante tout le long de l'autoroute. Les phares sont restés avec moi sur 20 km, ne se rapprochant jamais, ne reculant jamais. Une surveillance professionnelle, ai-je réalisé, pas un amateur qui suit de trop près ou qui reste trop loin derrière. Quiconque était derrière moi savait ce qu'il faisait. J'ai envisagé d'appeler Robert, d'appeler Tom. Mais le message de Danny avait été explicite. Viens seul. Et cette référence à l'été des fraises signifiait qu'il était en réel danger. Le genre de danger où l'implication de la police pourrait empirer les choses. À 5 km du vieux moulin, j'ai pris une décision. Il y avait un embranchement devant, une étroite route forestière qui traversait les terres de l'État. Franck et moi l'empruntions quand nous allions à la chasse. Elle revenait sur l'autoroute principale environ 8 km au sud. J'ai éteint mes phares et j'ai tourné sur la route forestière, accélérant dans l'obscurité. Mon camion rebondissait sur les ornières et les trous, les branches raclant les côtés. Derrière moi, j'ai vu les phares de l'autre véhicule passer l'embranchement, puis les feux de stop s'allumer en rouge alors qu'ils réalisaient que j'avais disparu. Je n'ai pas ralenti. La forêt se pressait des deux côtés, et sans phare, je naviguais de mémoire et au clair de lune qui peinait à percer les nuages. Mon cœur battait la chamade. La route forestière m'a ramené sur l'autoroute au sud de mon poursuivant. J'ai attendu, moteur au ralenti, guettant les lumières approchantes. Rien. Je les avais semées. J'ai pris un itinéraire plus long pour aller au moulin, faisant un détour par des routes secondaires, vérifiant constamment si j'étais suivi. Le temps que j'arrive sur le parking délabré, il était minuit 15. Le vieux moulin de Clearwater se dressait contre le ciel comme une pierre tombale. 4 étages de bois pourri et de fenêtres brisées. La rivière se précipitait à côté, gonflée par la fonte des neiges, le son remplissant l'obscurité. Le faisceau de ma lampe de poche a percé la nuit alors que je m'approchais de l'entrée principale. Danny, ai-je appelé doucement. Pas de réponse, juste la rivière et le vent dans les espaces vides. Je suis entré. Le sol était couvert de débris, de verres brisés, de vieux équipements, de graffitis sur tous les murs. Ma lampe de poche a trouvé des escaliers menant vers le haut, et j'ai grimpé prudemment, testant chaque marche. Au 2e étage, je l'ai trouvé. Danny était assis sur une caisse renversée, son visage émacié dans le faisceau de la lampe de poche, les yeux rouges de larmes ou de manque de sommeil. On aurait dit qu'il avait vieilli de 5 ans en 3 jours. Grand-mère. Sa voix s'est brisée. Je suis tellement désolé. Tellement désolé. Je me suis précipité vers lui, je l'ai pris dans mes bras. Il tremblait. C'est bon, mon chéri. Quoi qu'il soit arrivé, nous allons arranger ça. Non, nous ne pouvons pas. Grand-mère, j'ai fait quelque chose de terrible. Je l'ai aidé. Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas que ça. Il s'est étouffé dans un sanglot. Aider qui? Vanessa? Il s'est reculé, essuyant ses yeux. Pas Vanessa. Rachel. Rachel Morrison, la femme décédée. Raconte-moi tout, ai-je dit. L'histoire est sortie par fragments, les mots se bousculant. Il y a 3 mois, Danny avait rencontré Rachel dans un café près du campus. Elle était jolie, drôle, intelligente, 28 ans, et travaillait aux archives du comté. Ils avaient commencé à sortir ensemble. Elle semblait parfaite. Grand-mère, elle disait qu'elle me comprenait, qu'elle comprenait ce que je ressentais pour toi et la ferme. Elle disait que sa grand-mère avait aussi perdu sa propriété, que des promoteurs l'avaient trompée. Danny, qu'as-tu fait? Elle m'a posé des questions sur la ferme, sur l'acte de propriété, l'historique juridique. Elle disait qu'elle voulait t'aider à la protéger, s'assurer que personne ne pourrait jamais te la prendre. Elle travaillait avec les registres de propriété. Elle savait comment tout vérifier. Mon sang s'est glacé. Tu lui as donné accès aux documents de la ferme. Je pensais que j'aidais. Elle disait qu'elle pouvait signaler l'acte, mettre des protections dessus, mais ensuite. Sa voix est tombée à un murmure. La semaine dernière, je l'ai vue rencontrer Vanessa dans un restaurant en ville. Je les ai suivis, grand-mère. Je les ai regardés parler pendant 2 heures, et quand j'ai confronté Rachel à ce sujet, elle a ri. Que veux-tu dire par elle a ri? Elle a dit que j'étais juste un idiot utile.
que Vanessa l'avait engagé des mois avant même que nous nous rencontrions, que tout, les rendez-vous, la relation, tout était planifié. Elle était censée se rapprocher de moi, obtenir des informations sur toi et la ferme, et aider Vanessa à falsifier le transfert de propriété. La manipulation était à couper le souffle, calculée, cruelle. Mais pourquoi quelqu'un l'a-t-elle tuée? Ai-je demandé. Parce qu'elle est devenue gourmande. Danny s'est levé, faisant les 100 pas dans le petit espace. Rachel m'a dit cette nuit-là qu'elle avait exigé plus d'argent de Vanessa. Beaucoup plus. Elle disait qu'elle avait des copies de tout, la signature falsifiée, les emails, les preuves de tout le complot. Elle allait faire chanter Vanessa pendant des années. Et Vanessa l'a tuée. Je ne sais pas. C'est pour ça que je t'ai prévenu pour le manteau. Rachel m'a appelé à 4h30 hier matin. Elle était terrifiée, en pleurs, disant que quelqu'un la suivait. Elle a dit qu'elle avait pris ton manteau rouge dans ton vestiaire pendant le dîner de dimanche. C'est pour ça qu'elle le portait. Elle allait te retrouver à l'arrêt de bus, allait tout avouer et te donner les preuves, mais elle avait peur. Grand-mère, elle a dit que s'il lui arrivait quelque chose, je devais te prévenir. Et puis la ligne a été coupée. Je me suis assise lourdement sur une caisse, digérant l'information. Donc Rachel a été assassinée avant qu'elle ne puisse me rencontrer et dénoncer Vanessa. Mais je ne pense pas que ce soit Vanessa qui l'ait tuée. Danny a sorti quelque chose de la poche de sa veste. Une clé USB. Rachel m'a donné ça il y a 2 jours, avant que tout ne tourne mal. Elle a dit que c'était une assurance. Des copies de tous les documents, de tous les emails entre elle et Vanessa, des enregistrements d'appels téléphoniques. As-tu jeté un œil? En partie. Grand-mère, c'est grave. Vanessa a falsifié ta signature sur plusieurs documents, pas seulement l'acte de propriété. Il y a des demandes de prêt, des formulaires de procuration, même un testament. Un testament? Te laissant tout à Robert et à elle, daté d'il y a 6 mois. Et il y a plus. Ses mains tremblaient alors qu'il tendait la clé USB. Il y a des emails sur l'embauche de quelqu'un pour s'assurer que tu aies un accident après que le transfert de propriété soit terminé. Le moulin abandonné me sembla soudain très froid. Vanessa allait me faire tuer. Les emails n'utilisent pas son nom. Ils sont codés. Prudent. Mais Rachel savait qui c'était. Elle a gardé des archives de tout. Les yeux de Danny étaient désespérés. Mais voici ce que je ne comprends pas. Le dernier dossier sur cette clé, il est crypté. Je ne peux pas l'ouvrir. Et il y a un fichier vidéo qui ne se lance pas. Il est corrompu ou quelque chose comme ça. Rachel a dit que c'était la preuve la plus importante, mais je ne peux pas y accéder. J'ai pris la clé USB, la tournant dans mes mains. Nous devons donner ça à la police. Non, grand-mère, tu ne comprends pas. Il y a des flics impliqués. Quoi? Dans les emails, Rachel mentionne avoir payé quelqu'un au bureau du shérif. Quelqu'un qui a aidé à déposer le faux acte, qui s'est assuré qu'il avait l'air légitime. Nous ne savons pas qui. Ça pourrait être n'importe qui. Le visage de Tom m'a traversé l'esprit. Mon vieil ami de lycée. Mais non, pas Tom. C'était impossible. Il y a autre chose, a dit Danny. Ce matin, après que Rachel a été tuée, je suis allé à son appartement. La porte était ouverte. L'endroit était saccagé. Quelqu'un l'avait fouillé, retourné. Et j'ai trouvé ça. Il m'a tendu un morceau de papier plié. C'était la photocopie d'un relevé bancaire. Le relevé bancaire de Vanessa. Il y a 2 semaines, elle avait retiré $50 000 en espèces. L'argent du sang, ai-je murmuré. Paiement pour Rachel ou paiement pour celui qui l'a tuée? Peut-être les deux. Danny m'a attrapé les épaules. Grand-mère, nous devons fuir. Tous les deux. Prendre ces preuves et disparaître jusqu'à ce que nous puissions savoir à qui faire confiance. Je ne fuirai pas de ma propre maison. Alors tu vas mourir. Ne comprends-tu pas? Vanessa a déjà tué une fois. Elle n'arrêtera pas tant que tu ne seras pas morte et que cette ferme ne sera pas à elle. Des bruits de pas ont résonné en bas. Des bottes lourdes sur le plancher en bois. Nous nous sommes figés. Danny a éteint sa lampe de poche. Et j'ai fait de même. Dans l'obscurité soudaine, j'ai entendu plusieurs paires de pieds. Au moins 3 personnes.
Madame Foster a appelé une voix. Pas la voix de Tom. Quelqu'un de plus jeune. Nous savons que vous êtes ici. Nous voulons juste parler. Danny m'a tiré vers le fond de l'étage, vers une porte que je n'avais pas remarquée. Nous nous sommes glissés à l'intérieur dans ce qui ressemblait à un ancien bureau, avec des fenêtres donnant sur la rivière à 10 mètres en contrebas. Il y a une issue de secours, a murmuré Danny. De l'autre côté. Mais avant que nous puissions bouger, la porte du bureau s'est ouverte. Un homme se tenait en silhouette contre la faible lumière de la pièce principale. Il portait un uniforme de shérif adjoint. Madame Foster, s'il vous plaît. Nous voulons vraiment juste parler. Je suis le shérif adjoint Marcus Hall. Le shérif Brennan m'a envoyé vous trouver. Restez en arrière, ai-je dit, ma voix plus stable que je ne le sentais. Madame, votre fils a signalé votre disparition. Nous vous cherchons depuis des heures. Vous n'avez pas d'ennui. Nous devons juste nous assurer que vous êtes en sécurité. Si c'est vrai, pourquoi avez-vous amené des renforts? Pourquoi vous faufilez-vous dans un bâtiment abandonné la nuit? L'expression de Hall a changé. Dans l'obscurité, je ne pouvais pas la lire clairement, mais quelque chose a changé dans sa posture. Parce que, a dit une voix de femme derrière lui, nous devions nous assurer que vous veniez seul. Vanessa est apparue. Elle avait l'air différente. Ses cheveux étaient sévèrement tirés en arrière, son maquillage minimal. Elle portait des vêtements sombres, des bottes pratiques. Ce n'était pas l'agent immobilier impeccable qui s'asseyait à ma table pour le dîner du dimanche. C'était quelqu'un d'autre entièrement. Bonjour, Alexia, dit-elle agréablement. Je crois que mon beau-fils a quelque chose qui m'appartient. Le shérif adjoint Hall s'est écarté et j'ai vu qu'il avait la main sur son arme. Pas dégainée, mais prête. Danny s'est mis devant moi. Éloigne-toi d'elle. Danny, Vanessa secoua la tête tristement. Tu aurais vraiment dû rester en dehors de ça. Rachel disait que tu étais gentil mais stupide. Je commence à penser qu'elle avait raison. Vous l'avez tué, ai-je dit. Bien sûr que non. Je ne ferai jamais quelque chose d'aussi désordonné moi-même. Son sourire était terrible. C'est à ça que servent les employés. Malheureusement, la mort de Rachel était nécessaire. Elle est devenue ambitieuse. Elle pensait qu'elle pouvait jouer dans la cour des grands. Elle ne le pouvait pas, et vous allez nous tuer aussi? Vous tuer? Alexia, pourquoi ferais-je ça? Vous allez nous céder votre ferme ce soir, volontairement, avec le shérif adjoint Hall ici comme témoin. Ensuite, vous aurez un accident tragique en rentrant chez vous. Une femme âgée conduisant seule sur des routes de campagne sombres, ces choses arrivent. Les gens savent que nous sommes ici. Vraiment? Votre fils pense que vous êtes allé vous coucher il y a des heures. Le shérif pense que vous êtes en sécurité à la maison. Personne ne sait pour cette réunion, sauf les personnes présentes dans cette pièce. Elle a tendu la main. Maintenant, donnez-moi la clé USB et facilitons les choses. La main de Danny s'est refermée sur la mienne. J'ai senti le petit poids de la clé USB pressée dans ma paume. Et j'ai réalisé quelque chose d'important que Vanessa avait manqué. Il y a juste un problème avec votre plan, ai-je dit calmement. Oh, et quel est-il? Vous pensez que je suis une vieille femme sans défense. Vous pensez que j'ai laissé cela m'arriver passivement. Mais Vanessa, j'ai été la femme d'un fermier pendant 40 ans. J'ai survécu à la sécheresse, aux inondations, à l'effondrement économique et à la mort de mon mari. J'ai négocié avec les banques, combattu les promoteurs et dirigé une entreprise que des hommes 2 fois plus âgés que vous disaient que je ne pouvais pas gérer. J'ai sorti mon téléphone, je l'ai tenu pour qu'elle puisse voir l'écran. Il enregistrait. Il enregistrait depuis le moment où Danny avait commencé à parler. Et je suis assez intelligente pour tout documenter. Le visage de Vanessa est devenu blanc. Le shérif adjoint Hall a mis la main à son pistolet et c'est à ce moment-là que la vraie police a défoncé la porte. Tom Brennan a franchi cette porte comme un ange vengeur. 3 policiers d'État derrière lui. Le regard sur son visage quand il a vu le shérif adjoint Hall mettre la main à son arme était quelque chose que je n'oublierai jamais. Marcus, n'ose même pas. La voix de Tom était calme. Les mains où je peux les voir, maintenant. Hall s'est figé, puis a lentement levé les mains. Vanessa a tenté de se précipiter vers la fenêtre, mais l'un des policiers lui a attrapé le bras. Lâchez-moi. C'est du harcèlement.
Je suis venu ici chercher ma belle-mère, qui est clairement instable et qui a fait des accusations folles. Garde ça pour toi, a dit Tom. Nous avons tout écouté ces 10 dernières minutes. Il a brandi son propre téléphone, montrant un flux audio en direct. Madame Foster m'a appelé il y a 20 minutes, m'a dit exactement où elle serait et ce qu'elle soupçonnait. Nous avons enregistré toute votre confession. La rage sur le visage de Vanessa était quelque chose d'inhumain. Vieille idiote. Tu crois que tu as gagné? Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Emmenez-les tous les deux, a ordonné Tom. Meurtre, complot, fraude, tentative de meurtre, corruption de fonctionnaires. Lisez-leur leurs droits. Alors que les policiers les emmenaient, Vanessa s'est retournée vers moi une dernière fois. Ce n'est pas fini, Alexia. J'ai des avocats. De bons avocats et des amis haut placés. Tu ne prouveras jamais que j'ai tué Rachel. Jamais. Le moulin est tombé dans le silence après leur départ. Juste le bruit constant de la rivière et la respiration haletante de Danny à côté de moi. Grand-mère, comment as-tu, quand as-tu appelé le shérif? Sur le parking avant d'entrer. Je lui ai envoyé un SMS depuis le camion, lui disant que je te rencontrais, mais que je soupçonnais un piège. Je lui ai demandé de tracer mon téléphone et d'écouter. J'ai serré sa main. Je fais confiance à Tom. J'étais au lycée avec lui, tu te souviens? C'est un des bons. Tom est revenu à l'intérieur, le visage las. Alexia, vous avez pris un sacré risque. Je sais, mais j'avais besoin que Vanessa avoue. Et elle l'a fait. Elle a avoué le complot et la fraude. Mais elle a raison sur un point. Nous ne pouvons toujours pas prouver qu'elle a assassiné Rachel Morrison. Elle a été prudente. Elle a utilisé des intermédiaires. L'enregistrement que vous avez obtenu ce soir aide, mais un bon avocat de la défense prétendra qu'elle ne faisait que jouer le jeu, essayant de se protéger de Hall. Et le shérif adjoint Hall? Il essaie déjà de négocier un accord. Il dit que Vanessa l'a payé 50 000 pour l'aider à déposer l'acte frauduleux et fermer les yeux, mais il jure qu'il ne savait rien du meurtre. Le croyez-vous? Tom a hésité. Je ne sais pas, Marcus est dans la police depuis 8 ans. Un bon dossier jusqu'à présent. Mais 50 000 peuvent pousser les gens à faire des choses qu'ils n'auraient jamais cru faire. Danny a brandi la clé USB. Shérif, il y a d'autres preuves là-dessus. Des emails, des enregistrements, des documents, mais une partie est cryptée. Rachel a dit que c'était la partie la plus importante, mais je ne peux pas y accéder. Notre équipe de police scientifique va s'en occuper. Peut-être qu'ils pourront le déchiffrer. Tom m'a regardé sérieusement. Alexia, vous et Danny devez être très prudents ces prochains jours. Si Vanessa a d'autres personnes qui travaillent pour elle, des personnes que nous ne connaissons pas encore, vous pourriez toujours être en danger. Je ne quitterai pas ma ferme. Je m'en doutais. Je mettrai une voiture de patrouille au bout de votre allée ce soir. En quittant le moulin, l'aube se levait sur les montagnes, peignant le ciel de nuances de rose et d'or, magnifique et terrible, comme tout ce qui s'était passé. Danny est rentré avec moi, aucun de nous ne parlant beaucoup. En arrivant à la ferme, j'ai vu la voiture de Robert déjà là, garée en biais comme s'il était arrivé en hâte. Il nous a accueillis à la porte, le visage hagard. Maman, Danny, Dieu merci vous allez bien. Le shérif m'a appelé il y a 1 heure, m'a raconté ce qui s'est passé. Il a regardé son fils. Danny, je suis tellement désolé. J'aurais dû voir ce que Vanessa faisait. J'aurais dû vous protéger tous les deux. Papa, non. Laisse-moi finir. Ta mère a essayé de me le dire, a essayé de me prévenir que Vanessa insistait trop à propos de la ferme, mais je ne voulais pas le voir. J'ai été faible. Je suis faible. Sa voix s'est brisée. Ma femme est une meurtrière, et j'étais trop aveugle pour le remarquer. J'ai doucement touché son bras. Robert, tu ne pouvais pas savoir. Vraiment? Maman, sois honnête avec moi. Combien de fois au fil des ans ai-je choisi Vanessa plutôt que toi? Combien de dîners du dimanche l'ai-je laissé t'insulter, te pousser, te faire sentir petite? Combien de fois t'ai-je dit que tu n'étais pas raisonnable alors que tu essayais juste de protéger ce qui était à toi? La vérité pesait lourdement entre nous. Trop de fois. Trop d'années à choisir la paix avec sa femme plutôt que la loyauté envers sa mère. Nous ne pouvons pas changer le passé, ai-je finalement dit. Mais nous pouvons faire mieux à l'avenir.
À l'intérieur, j'ai fait du café pendant que Robert et Danny s'asseyaient à la table de la cuisine. La maison semblait différente maintenant, à la fois violée et reconquise. Vanessa était entrée ici, fouillant dans mes affaires, me volant, mais elle avait échoué. « Maman, je dois te demander quelque chose », a dit Robert. « Cet acte qu'elle a falsifié. La ferme est-elle vraiment en danger ? Je ne sais pas. Tom dit que son service m'aidera à le contester, mais cela pourrait prendre des mois, voire des années, au tribunal. Et Vanessa avait raison sur un point. Le droit de la propriété du Montana est compliqué. Si un acte semble légitime, s'il est correctement notarié et déposé, il peut être très difficile de l'annuler. Je témoignerai. Je dirai au tribunal que je n'ai jamais autorisé ce transfert, que je n'étais pas au courant. Ce ne sera peut-être pas suffisant. Tu es son mari. Il pourrait prétendre que tu ne fais que la protéger. Danny s'est éclairci la gorge. Et les fichiers cryptés sur la clé USB ? Peut-être qu'il y a quelque chose dedans qui prouve que l'acte est faux. Peut-être, mais nous ne le saurons pas tant que l'équipe de police scientifique n'aura pas déchiffré le cryptage. J'ai siroté mon café, réfléchissant. Il y a autre chose qui me tracasse. Rachel Morrison a travaillé aux archives du comté pendant 3 ans. C'est long. Et si ce n'est pas la première propriété qu'elle et Vanessa ont ciblée ? Les yeux de Robert se sont écarquillés. Tu penses qu'elles ont déjà fait ça ? Vanessa est trop lisse, trop entraînée. La façon dont elle a tout mis en place, les emails codés, les intermédiaires. Cela ressemble à un plan répété. Nous devrions le dire au shérif. Nous le ferons. Mais d'abord, je veux faire quelques recherches moi-même. Je me suis levé, me dirigeant vers mon petit bureau à côté de la cuisine. Vanessa a mentionné lors de l'un de ses arguments de vente qu'elle avait aidé plusieurs clients âgés à se défaire de leur propriété l'année dernière. Elle l'a fait sonner de manière bienveillante, comme si elle leur rendait service. J'ai sorti le dossier où j'avais gardé toutes les brochures et documents de Vanessa. Sa société immobilière s'appelait Summit Property, et d'après sa carte de visite, elle était la meilleure vendeuse depuis 3 ans. Danny, peux-tu chercher les transferts de propriété dans ce comté au cours des 2 dernières années ? Concentre-toi sur les fermes et les grandes parcelles vendues par des propriétaires âgés. Il a sorti son ordinateur portable, les doigts volants sur les touches. Grand-mère, tu penses vraiment ? Je pense que Vanessa est plus intelligente et plus dangereuse que nous ne l'avions imaginé. Et je pense que Rachel Morrison n'était pas sa première complice. 20 minutes plus tard, Danny avait une liste. 11 propriétés, toutes des fermes ou des ranchs, toutes vendues au cours des 18 derniers mois, toutes appartenant à l'origine à des personnes de plus de 65 ans. Maintenant, croise ça avec les nécrologies, ai-je dit doucement. Le silence qui a suivi était épais d'effroi. Le visage de Danny est devenu pâle en lisant l'écran. Grand-mère ? 4 de ces personnes sont décédées dans les 6 mois suivant la vente de leur propriété. 2 accidents de voiture. Une chute à la maison. Une crise cardiaque. Robert s'est levé brusquement, sa chaise raclant le sol. Non. Non. C'est trop. Ça ne peut pas être une coïncidence. Ce n'en est pas une. Ma voix était calme. Mais à l'intérieur, je tremblais. Vanessa fait ça depuis des années. Cibler les propriétaires âgés, falsifier des documents ou les manipuler pour qu'ils signent. Attendre quelques mois, puis organiser des accidents. Nous devons le dire à Tom maintenant. Mais avant que nous puissions bouger, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu avec précaution. Allô ? Madame Foster. Une voix de femme, inconnue. Mon nom est Jennifer Tate. Je suis avocate au cabinet Morrison, Westfield & Chase. Je représente Vanessa Foster. Mon estomac s'est noué. C'était rapide. Que voulez-vous ? Je vous appelle pour vous informer que ma cliente est libérée sous caution ce matin. Elle maintient sa totale innocence pour toutes les charges et se défendra vigoureusement. Elle a avoué. Nous avons des enregistrements. Vous avez des enregistrements d'une femme effrayée essayant d'amadouer ce qu'elle croyait être un policier corrompu. Le contexte est important, Madame Foster. Maintenant, je vous appelle par courtoisie pour vous informer que nous allons intenter une action civile contre vous pour diffamation, détresse émotionnelle et séquestration. Nous demandons des dommages-intérêts d'un montant de 5 millions de dollars. C'est absurde. Vraiment ?
Vous avez publiquement accusé ma cliente de meurtre, de complot et de fraude. Vous avez nui à sa réputation, à son entreprise et à son bien-être émotionnel. À moins que vous ne soyez prête à retirer toutes les accusations et à présenter des excuses publiques, nous poursuivrons l'action en justice. Je ne ferai rien de tel, alors vous ne nous laissez pas le choix. Vous recevrez une assignation dans les 24 heures. Et Madame Foster, je dois mentionner que nous avons également déposé une demande d'audience de compétence. Compte tenu de votre âge et de votre comportement erratique récent, nous pensons qu'un tuteur nommé par le tribunal devrait évaluer si vous êtes capable de gérer vos propres affaires. La ligne a été coupée. Je suis resté là, le téléphone se refroidissant contre mon oreille, comprenant toute la portée de ce que Vanessa avait prévu. Elle n'essayait pas seulement de voler ma propriété. Elle essayait de me faire déclarer incompétente, incapable de gérer ma propre vie. Maman ? La voix de Robert semblait lointaine. Qu'ont-ils dit ? Ils s'en prennent à moi. Pas seulement la défense pénale pour Vanessa, mais une action civile et une audience de compétence. J'ai croisé son regard. S'ils réussissent avec la demande de compétence, le tribunal pourrait nommer Vanessa ou quelqu'un qu'elle contrôle comme mon tuteur. Et alors ? Alors elle contrôle tout, a terminé Danny. Votre propriété, votre argent, vos décisions en matière de soins de santé, tout. Le poids de la situation s'est abattu sur moi. J'avais pensé que nous avions gagné au moulin. J'avais pensé qu'enregistrer la confession de Vanessa suffirait. Mais je l'avais encore sous-estimée. Elle avait des ressources. Des avocats. Des plans dans les plans. Quand est l'audience ? A demandé Robert. Elle n'a pas dit. Mais avec des avocats comme Morrison, Westfield, Chase, ils peuvent probablement l'accélérer. Nous avons peut-être moins d'une semaine. Nous allons nous battre. Nous allons te trouver le meilleur avocat. Avec quel argent, Robert ? J'ai quelques économies, mais pas assez pour combattre un cabinet comme celui-là. Ils nous enterreront sous les requêtes, les retards et les frais de justice jusqu'à ce que je ne puisse plus me permettre de me battre. La porte d'entrée s'est ouverte. Tom Brennan est entré sans frapper, le visage grave. Alexia, nous avons un problème. Un autre ? L'équipe de police scientifique a essayé d'accéder à cette clé USB. Les fichiers cryptés, ils sont protégés par un cryptage de niveau militaire. Cela pourrait prendre des mois à déchiffrer, peut-être plus. Et les fichiers que Danny a pu consulter ? Les emails et les enregistrements ? De bonnes preuves, mais circonstancielles. Les avocats de Vanessa prétendent déjà qu'elle était victime de chantage de la part de Rachel. Que tous ces emails ont été envoyés sous la contrainte. Sans les fichiers cryptés, nous n'avons pas assez de preuves pour garantir une condamnation pour l'accusation de meurtre. Donc, elle pourrait s'en sortir. Pire que ça. Le juge vient de fixer sa caution à 200 000 $. Son avocat l'a déposée il y a 1 heure. Vanessa est sortie. Danny s'est dirigé vers la fenêtre, regardant l'allée. Elle pourrait venir ici. J'ai une ordonnance restrictive en place, a dit Tom. Elle n'est pas autorisée à moins de 500 mètres de cette propriété. Mais Alexia, vous devez comprendre quelque chose. Si nous ne pouvons pas déchiffrer ce cryptage, si nous ne pouvons pas prouver qu'elle a été impliquée dans le meurtre de Rachel, le mieux que nous puissions espérer, ce sont des accusations de fraude. Peut-être 3 à 5 ans. Elle sortirait en 2 avec une bonne conduite. Et la ferme ? Le problème de l'acte est du ressort du tribunal civil, distinct de l'affaire pénale. Cela pourrait traîner pendant des années. En attendant, techniquement, selon ce document enregistré, la propriété appartient conjointement à Robert et Vanessa. Robert a secoué la tête violemment. Je la signerai pour la rendre. Je refuserai toute réclamation. Ce n'est pas si simple. Vanessa en possède la moitié. Elle pourrait forcer une vente par partition, faire en sorte que le tribunal ordonne la vente de la propriété et la division des produits. Vous perdriez la ferme de toute façon. Je me suis dirigé vers la fenêtre, regardant la terre sur laquelle j'avais vécu toute ma vie. La grange où Franck a appris à Danny à monter à cheval. Le carré de fraises maintenant enfoui sous la neige de l'hiver. Les champs qui nous avaient nourris pendant les bonnes et les mauvaises années. Il doit y avoir quelque chose dans ces fichiers cryptés, ai-je dit. Quelque chose que Rachel jugeait assez important pour le cacher derrière un cryptage de niveau militaire. Quelque chose dont Vanessa a peur. Nous y travaillons, a dit Tom.
Mais je ne peux pas faire de promesses. Après son départ, nous sommes restés assis tous les trois en silence. Dehors, la voiture de patrouille que Tom avait promise s'est garée au bout de l'allée. Une protection ou un rappel que nous étions prisonniers dans notre propre maison. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un autre numéro inconnu. Arrête maintenant, Alexia. Cède la ferme. Abandonne les charges. Et je te laisserai vivre en paix. Continue à te battre et tu perdras tout, y compris les gens que tu aimes. Tu as 24 heures pour décider. J'ai montré le message à Robert et Danny. Leurs deux visages sont devenus blancs. C'est une menace directe, a dit Robert. Nous devons le montrer au shérif. Ça n'aura pas d'importance. Le numéro est probablement un téléphone prépayé. Introuvable. J'ai posé le téléphone avec précaution. Elle intensifie, elle devient désespérée. Ou confiante, a dit Danny doucement. Grand-mère, et si elle avait déjà gagné? Et si elle sait quelque chose que nous ne savons pas? La question flottait dans l'air, venimeuse et possible. Et si Vanessa avait déjà trouvé un moyen d'accéder à ces fichiers cryptés? Et si elle avait détruit les preuves dont nous avions besoin? Et si Rachel Morrison avait été sa partenaire et sa victime, mais aussi sa police d'assurance, et que Vanessa avait trouvé un moyen de l'annuler? J'ai regardé le visage effrayé de mon petit-fils, la posture défaite de mon fils, et j'ai senti quelque chose durcir en moi. Alors nous trouverons un autre moyen, ai-je dit. Nous creuserons plus profondément. Nous serons plus malins. Nous cesserons de réagir à ce que fait Vanessa et commencerons à l'anticiper. Comment? En pensant comme elle. C'est une prédatrice qui fait ça depuis des années. Elle est prudente, méthodique, patiente, mais elle est aussi arrogante. Elle pense qu'elle est plus intelligente que tout le monde. C'est sa faiblesse. Grand-mère, elle a peut-être raison. Elle s'en est sortie plusieurs fois. Non, elle s'en est sortie parce que personne ne regardait d'assez près. Parce que ses victimes étaient isolées, vulnérables, seules. Je me suis levé, sentant la force revenir dans mes membres. Mais je ne suis pas seul. Je vous ai, vous deux. J'ai Tom, et j'ai quelque chose que Vanessa n'a pas, qu'est-ce que c'est? Le temps, la mémoire et la connaissance qui vient d'avoir vécu 6 décennies sur cette terre, à observer les gens, à apprendre leurs habitudes. Je les ai regardés tous les deux. Vanessa veut que je panique. Elle veut que je fasse des erreurs, que j'agisse de manière impulsive. Alors, je vais faire le contraire. Je vais être patiente, méthodique, et je vais découvrir chaque secret qu'elle a caché. Par où commençons-nous? J'y ai réfléchi. Par le passé de Rachel Morrison. Elle n'est pas apparue de nulle part il y a 3 ans quand elle a commencé à travailler aux archives du comté. Elle avait une vie avant ça. Une famille, des amis, une histoire. La police enquête déjà là-dessus. Je sais, mais nous allons enquêter différemment. Nous allons découvrir qui était vraiment Rachel et pourquoi elle était prête à aider Vanessa à faire du mal aux gens. Parce que les gens ne deviennent pas complices de meurtres sans raison. Danny a de nouveau ouvert son ordinateur portable. Je vais commencer à chercher. Pendant qu'il travaillait, j'ai traversé la maison pièce par pièce, la voyant avec de nouveaux yeux. C'était mon territoire, ma maison, mon histoire, et je ne laisserai pas Vanessa me la prendre. Il a fallu 3 heures à Danny pour trouver le vrai nom de Rachel Morrison. Elle l'avait changé légalement il y a 7 ans. Avant cela, elle s'appelait Bea Hartley, née à Billings, élevée dans une petite ville appelée Red Lodge. Sa grand-mère, Martha Hartley, y possédait un ranch de 80 hectares. Possédait, au passé. Grand-mère, regarde ça. Danny a tourné son ordinateur portable pour que je puisse voir un article de journal d'il y a 6 ans. Le ranch de Martha Hartley a été vendu à une société de développement. 6 mois plus tard, Martha est décédée dans un incendie de maison dans la propriété de location où elle avait déménagé. Qui a acheté le ranch? Une société holding appelée Summit Development Group. Le nom m'a frappé comme un point. Summit. Le même nom que la société immobilière de Vanessa. C'est elle, a dit Robert, lisant par-dessus mon épaule. Vanessa a déjà fait ça. Elle a volé la propriété de la grand-mère de Rachel. Mais pourquoi Rachel l'aiderait-elle, a demandé Danny. Si Vanessa a détruit la vie de sa grand-mère, pourquoi Rachel deviendrait-elle sa complice? J'ai étudié l'article plus attentivement. Il y avait une photo de Martha Hartley,
une femme de mon âge environ, souriant devant une grange. Et à côté d'elle, une adolescente, Rachel, avant qu'elle ne change de nom. Regardez la date, ai-je dit. Martha est morte il y a 6 ans. Rachel a changé de nom il y a 7 ans, avant la mort de sa grand-mère. Elle ne fuyait pas Vanessa. Elle travaillait avec elle. Les implications se sont abattues sur nous comme un linceul. Rachel a aidé Vanessa à voler sa propre grand-mère, a murmuré Robert. Et a probablement aidé à la tuer, ai-je ajouté. C'est pour ça qu'elle était si bonne à ça. Elle l'avait déjà fait, à sa propre famille. Mais ensuite, elle est devenue gourmande, a essayé de faire chanter Vanessa, et Vanessa l'a éliminée. Danny cherchait déjà plus profondément. Il y a 2 autres propriétés que Summit Développement a achetées à la même époque. Toutes 2 appartenant à des propriétaires âgés. Les 2 propriétaires sont décédés dans l'année suivant la vente. Au moins 3 meurtres, peut-être plus. Je me suis levé, faisant les 100 pas, c'est plus gros que nous le pensions. Vanessa dirige ce complot depuis au moins 6 ans. Nous devons le dire à Tom, a dit Robert en attrapant son téléphone. Attends. J'ai attrapé son poignet. Si nous le disons à Tom maintenant, il dépose un rapport, lance une enquête officielle, cela pourrait prendre des mois. Pendant ce temps, les avocats de Vanessa nous embourbent au tribunal civil, l'audience de compétence avance, et nous perdons la ferme. Alors, que faisons-nous? Nous utilisons ce que nous savons. Nous forçons Vanessa à faire une erreur. J'ai regardé l'horloge. 6 heures s'étaient écoulées depuis le SMS nous menaçant. Il restait 18 heures à son ultimatum. Danny, peux-tu accéder au registre de la société Summit Développement? Peut-être. Ce devrait être des dépôts publics, mais j'aurai besoin de temps. Nous n'avons pas le temps. Peux-tu le faire ou non? Ses doigts volaient déjà sur le clavier. Je peux essayer. Pendant qu'il travaillait, j'ai appelé Tom. Alexia, ça va? Je vais bien, Tom. J'ai besoin d'une faveur. L'audience de compétence que les avocats de Vanessa ont déposée. Quand est-elle prévue? Demain après-midi, 14 heures. Ils l'ont accéléré, prétendant que vous étiez un danger pour vous-même et pour les autres. 24 heures. Moins de temps que je ne le pensais. Qui est le juge? Harold Winters. Je connaissais ce nom. Le juge Winters avait statué sur des litiges de propriété dans ce comté pendant 15 ans. Dur, mais juste. Je l'avais rencontré une fois lors d'une vente aux enchères caritatives il y a des années. Peux-tu m'obtenir un rendez-vous avec lui avant l'audience? Alexia, c'est très irrégulier. Son greffier ne voudrait jamais. Tom, s'il te plaît. Je ne te demande pas de l'influencer. J'ai juste besoin de 10 minutes pour présenter des informations. Des informations pertinentes pour l'affaire. Il est resté silencieux un long moment. Quel genre d'informations? Le genre qui prouve que Vanessa Foster a systématiquement fraudé et assassiné des propriétaires âgés depuis au moins 6 ans. Le genre qui montre que cette audience de compétence n'est qu'un autre outil dans son arsenal. As-tu des preuves? J'en aurai d'ici demain matin. M'aideras-tu? Une autre pause. Je vais passer un appel. Sans promesse. Danny a levé les yeux de son ordinateur portable, le visage pâle. Grand-mère, je suis entré dans les registres de Summit Développement. Tu dois voir ça. L'écran montrait un réseau de sociétés écrans et de sociétés holdings, toutes menant à un seul nom, Vanessa Marie Foster. Mais il y avait un autre nom enfoui dans la paperasse, répertorié comme partenaire silencieux, Peter Mitchell, l'avocat que Robert avait amené au poste de police. Oh non, a soufflé Robert. Mitchell travaille avec elle. Il n'a jamais été mon avocat. Il était le sien. Il était là pour observer, ai-je dit, la compréhension m'inondant, pour voir ce que nous savions, quelles preuves nous avions. Et puis il a fait son rapport à Vanessa. Danny a cliqué sur d'autres documents. Il y a plus. Le cabinet d'avocats de Webb est répertorié comme le représentant légal pour toutes les acquisitions de propriétés de Summit Développement. Il fait partie de ça depuis le début. Ce qui signifie que chaque mot que nous avons dit dans ce poste de police, chaque élément de preuve que nous avons discuté, Vanessa le savait en quelques heures. Robert s'est effondré sur une chaise. Je l'ai laissé t'écrire. Je pensais te protéger, mais je lui ai tout donné. Tu ne savais pas, j'aurais dû savoir, maman.
J'aurais dû voir qui était vraiment Vanessa. Toutes ces années, tous ces signes avant-coureurs. Robert, arrête. Nous n'avons pas le temps pour la culpabilité. Nous devons nous concentrer. Je me suis tourné vers Danny. Peux-tu imprimer tout ça? Chaque document montrant le lien entre Vanessa, Web et Summit Développement? Déjà en train de le faire. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu à nouveau. J'ai répondu en haut-parleur. Allô, Alexia. La voix de Vanessa était douce, confiante. Je suppose que vous avez reçu mon message. Oui. Et votre décision? J'y réfléchis encore. Laissez-moi vous aider à décider. Je suis assise dans le bureau de mon avocat en ce moment, regardant des documents très intéressants. Savez-vous ce qu'est un formulaire de procuration, Alexia? Mon sang s'est glacé. Parmi les papiers que j'ai déposés au tribunal, il y a une procuration que vous avez signée il y a 3 mois. Elle me donne le contrôle total de vos décisions financières et médicales si vous êtes jugée incompétente, ce qui, après l'audience de demain, sera le cas. Je n'ai jamais signé une telle chose. Votre signature dit le contraire. Notariée et attestée par des témoins. Très officiel. Et une fois que le juge verra à quel point vous êtes confuse ou une femme âgée faisant des accusations folles de meurtre, prétendant des complots, se comportant de manière erratique, il n'aura d'autre choix que de nommer un tuteur. Probablement moi, puisque je suis de la famille et que j'ai déjà la procuration. Le juge verra à travers vous. Vraiment? Le juge Winters est un homme raisonnable. Il verra une belle fille inquiète essayant d'aider sa belle-mère vieillissante qui souffre clairement de délire paranoïaque. Il verra des rapports de police de vous attirant des gens dans des bâtiments abandonnés au milieu de la nuit. Il vous verra faire des accusations sans fondement contre moi, une femme d'affaires respectée à la réputation impeccable. Votre réputation est bâtie sur la fraude et le meurtre. Prouvez-le. Sa voix est devenue vive. Vous n'avez rien, Alexia. Ces fichiers cryptés, mes gens y ont accédé il y a 2 jours. Tout ce qui était incriminant a été supprimé. La clé USB que Danny a est sans valeur. Les yeux de Danny se sont écarquillés, mais j'ai gardé ma voix stable. Si c'est vrai, pourquoi appelez-vous? Parce que je vous donne une dernière chance de faire ça facilement. Cédez la ferme. Abandonnez toutes les charges. Admettez que vous avez été confuse et stressée. Faites ça et je vous laisserai vivre vos dernières années dans un bel établissement. Vous serez à l'aise, en sécurité, soigné. Et si je refuse? Alors, après l'audience de demain, quand j'aurai la procuration, je vous ferai interner dans un établissement psychiatrique pour évaluation. Ça arrive tout le temps avec les personnes âgées qui deviennent délirantes. Les évaluations peuvent prendre des mois. Pendant ce temps, je vendrai la ferme, liquiderai vos biens, et il ne restera plus rien pour quoi vous battre. Vous passerez le temps qu'il vous reste dans une institution pendant que votre précieuse terre deviendra un lotissement appelé les domaines de Meadowbrook. Elle avait pensé à tout. Chaque angle, chaque possibilité, sauf une. Vanessa, puis-je vous demander quelque chose? Qu'a supplié Rachel avant que vous ne la tuiez? Silence sur la ligne. Long et froid. Je n'ai pas tué Rachel. Je ne ferai jamais. Gardez ça pour vous. Je sais pour Martha Hartley, la grand-mère de Rachel. Je sais pour le ranch de Red Lodge, pour Summit Développement, pour tout. Rachel a appris des meilleurs. Elle vous a vu détruire sa grand-mère et elle s'est jointe à vous. Mais ensuite, elle en a voulu plus et vous ne pouviez pas le permettre. Vous ne pouvez rien prouver de tout ça. Vraiment? J'ai des documents d'entreprise vous liant à Summit Développement. J'ai des registres de propriété montrant un schéma de victimes âgées. J'ai des enregistrements de vous avouant un complot. Et j'ai autre chose, Vanessa. Quelque chose que vous ne savez pas, quoi? Rachel a donné à Danny une sauvegarde de ses fichiers cryptés. La vraie sauvegarde, pas la clé USB. Elle était plus maligne que vous ne le pensiez. Elle l'a cachée quelque part où même vous ne pouviez pas la trouver. C'était un bluff. Un bluff complet. Mais j'ai entendu le changement dans la respiration de Vanessa. Vous mentez. Vraiment? Rachel a dit à Danny que s'il lui arrivait quelque chose, il devrait chercher à l'endroit où tout a commencé. L'endroit où elle vous a rencontré pour la première fois. Savez-vous où c'est, Vanessa? Parce que Danny, lui, le sait. Une autre pause. Même si c'était vrai,
vous n'accéderiez jamais à ces fichiers. Le cryptage est de niveau militaire. Sauf si vous avez le mot de passe. Ce que Rachel a donné à Danny avant de mourir. Je ne vous crois pas, alors pourquoi êtes-vous toujours au téléphone? Pourquoi ne pas simplement raccrocher et poursuivre votre plan? J'ai laissé cela s'imprégner. Vous avez peur, Vanessa. Peur que pour une fois, quelqu'un ait été plus malin que vous, que Rachel vous ait joué aussi bien que vous avez joué tout le monde. Cette conversation est terminée. Non, ce n'est pas le cas. Parce que je vais à cette audience demain et je vais apporter chaque élément de preuve que j'ai, chaque document, chaque enregistrement, chaque lien avec vos victimes passées. Et je vais tout présenter au juge Winters. Non pas comme la vieille femme confuse que vous pensez que je suis, mais comme quelqu'un qui a passé la semaine dernière à devenir une experte de vos crimes. Le juge ne le permettra pas. C'est une audience de compétence, pas un procès pénal. Alors nous verrons, n'est-ce pas? 14 heures demain. J'y serai. Et vous? J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Robert me fixait. Maman, est-ce que tout ça a été vrai? Est-ce que Danny a vraiment une sauvegarde? Non, mais Vanessa ne le sait pas, tu viens de lui déclarer la guerre. Non, Robert. Elle m'a déclaré la guerre au moment où elle a falsifié ma signature. Je ne fais que la terminer. Je me suis tourné vers Danny. Combien de temps te faut-il pour découvrir où Rachel et Vanessa se sont rencontrées pour la première fois? Grand-mère, je ne sais même pas par où commencer. Si, tu le sais. Rachel travaillait aux archives du comté. C'est là que Vanessa l'aurait recrutée. Découvre quand Rachel a commencé ce travail. Regarde quelle propriété Vanessa vendait à cette époque et croise les informations avec le passé de Rachel. Il y a un lien. Il doit y en avoir un. Les doigts de Danny ont volé sur le clavier. 10 minutes plus tard, il l'a trouvé. Le ranch de Red Lodge, la propriété de Martha Hartley. Il était listé par Summit Property il y a 6 ans. L'agent immobilier était Vanessa Foster. Et la transaction a été enregistrée aux archives du comté par. Il a levé les yeux, écarquillé, par B. Hartley. C'était sa première semaine de travail. C'est là qu'elles se sont rencontrées. Où Vanessa l'a recrutée ou elles ont finalisé leur plan ensemble. J'ai attrapé mon manteau. Nous devons y aller maintenant. Maman, il est 21 heures. Ce ranch a probablement été développé, démoli. Ou pas. Quoi qu'il en soit, nous devons regarder. S'il y a la moindre chance que Rachel y ait caché des preuves, nous devons les trouver avant Vanessa. Tom a rappelé. Alexia, le juge Winters vous accordera 15 minutes demain à 13 heures, avant l'audience. Mais c'est tout. Ne me faites pas regretter ça. Je ne le ferai pas. Merci, Tom. Nous avons pris mon camion, tous les trois, avec la voiture de patrouille nous suivant à distance. Le trajet jusqu'à Red Lodge a duré 90 minutes, à travers des routes de montagne sombres et de petites villes déjà endormies. Le ranch était toujours là, non développé, non démoli, juste abandonné. La maison était une carcasse incendiée, exactement comme le journal l'avait décrit. Mais la grange était toujours debout, usée par le temps et penchée, mais intacte. Pourquoi Vanessa garderait-elle ça? Se demanda Robert. Pourquoi ne pas la démolir et construire? Parce qu'elle ne le pouvait pas, a dit Danny en vérifiant son téléphone. La propriété est bloquée par des litiges juridiques. Le testament de Martha Hartley laissait tout à Rachel, mais Rachel a renoncé à l'héritage. Ensuite, les autres parents de Martha l'ont contesté. C'est au tribunal des successions depuis 6 ans. Donc personne ne pouvait y toucher, ai-je dit. Ce qui signifie que si Rachel a caché quelque chose ici, c'est en sécurité depuis tout ce temps. Nous nous sommes approchés de la grange avec précaution. Les portes pendaient, ouvertes, grinçant dans le vent. À l'intérieur, ça sentait le vieux foin et la décomposition. Le faisceau de ma lampe de poche a percé l'obscurité, trouvant des stalles vides, des équipements cassés, des ombres. Où l'aurait-elle caché, a demandé Danny. J'ai pensé à Rachel Morrison, une jeune femme qui avait aidé à détruire sa propre grand-mère, qui avait appris à être impitoyable et calculatrice. Où quelqu'un comme ça cacherait-il son assurance? Quelque part de personnel, ai-je dit. Quelque part qui signifiait quelque chose. Danny, tu as dit que Rachel et sa grand-mère étaient proches avant la trahison. D'après les articles, oui.
Martha a élevé Rachel après la mort de ses parents. Je me suis enfoncé plus profondément dans la grange, cherchant. Là, dans le coin arrière, une stalle de cheval avec un nom gravé dans le bois. Starlight. C'était le cheval de Rachel, a dit Danny en vérifiant son téléphone. Il y a une photo dans l'un des articles. Rachel montant une jument grise nommée Starlight. Je me suis agenouillé, passant mes mains le long des planches de la stalle. L'une était lâche. Derrière, enveloppée dans du plastique imperméable, se trouvait une petite boîte en métal. À l'intérieur de la boîte, une autre clé USB et une note manuscrite. Si vous lisez ceci, je suis probablement morte. Vanessa Foster a tué ma grand-mère et m'a forcé à l'aider. Je rassemble des preuves depuis, attendant le bon moment. Cette clé contient tout. Enregistrement non édité, documents originaux, preuves de chaque crime. Le mot de passe est Starlight 1997. Utilisez-le pour l'arrêter. Rachel. 1997, a murmuré Danny. L'année de naissance de Rachel. Nous l'avions. De vraies preuves, non cryptées, tout ce dont nous avions besoin. Et puis nous avons entendu le bruit de voitures approchant. Plusieurs voitures, rapides. Ils nous ont suivis, a dit Robert, regardant par la porte de la grange. Vanessa a dû mettre quelqu'un pour nous surveiller. 3 véhicules se sont arrêtés à l'extérieur, leurs phares nous aveuglant. Les portes se sont ouvertes, des silhouettes ont émergé. Vanessa se tenait au centre, flanquée de Peter Mitchell et de 2 hommes que je ne reconnaissais pas. Des hommes costauds, pas des avocats. Alexia, sa voix a résonné dans la nuit. Vous êtes en violation de propriété privée. C'est illégal. Tout ce que vous avez trouvé là-dedans appartient à la succession. Cette succession appartient à Rachel Morrison, ai-je répondu, et elle a laissé des instructions. Rachel est morte. Je suis l'exécutrice de sa succession maintenant. Remettez ce que vous avez trouvé. Je ne crois pas, non. Mitchell s'est avancé. Madame Foster, nous pouvons vous faire arrêter tout de suite. La voiture de patrouille du shérif Brennan est partie. Nous les avons envoyés sur un faux appel d'urgence à 30 km d'ici. Vous êtes seul. Vous êtes en infériorité numérique et vous détenez des biens volés. J'ai regardé la boîte en métal dans mes mains, la clé USB qui pouvait mettre fin à l'empire de Vanessa. Et j'ai souri. Vous avez raison sur un point, monsieur Mitchell. La voiture de patrouille du shérif Brennan est partie. Mais vous avez tort de penser que je suis seul. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appuyé sur envoyer pour la vidéo que je diffusais en direct depuis 10 minutes. Diffusée directement sur le téléphone de Tom, à la police d'État et à 3 chaînes de télévision locales. Je diffuse tout, ai-je dit calmement. Chaque mot que vous avez prononcé, chaque menace que vous avez proférée, et maintenant des milliers de personnes vous regardent, Vanessa, vous regardent admettre être l'exécutrice de la succession de Rachel, une succession avec laquelle vous ne devriez avoir aucun lien si vous êtes innocente. Vous regardent nous menacer sur cette propriété, vous regardent amener des gros bras pour intimider une femme âgée. Le visage de Vanessa est devenu blanc dans les phares. Vous pouvez me prendre cette clé USB, ai-je poursuivi. Mais ça n'aura pas d'importance, car dans exactement 5 minutes, mon petit-fils télécharge l'intégralité du contenu sur un stockage cloud, avec des copies envoyées au FBI, à la police d'État et à tous les médias du Montana. C'est fini, Vanessa. Vous avez perdu. Des sirènes ont hurlé au loin, se rapprochant. Vanessa m'a fixé à travers le terrain sombre. Et j'ai vu quelque chose se briser dans ses yeux. Le calcul, la confiance, la certitude qu'elle était toujours la personne la plus intelligente de la pièce. Elle a couru. Mitchell et les autres hommes se sont dispersés, se précipitant vers leur véhicule. Mais la police bloquait déjà la route. Le véhicule de Tom en tête d'un convoi de policiers d'État. Je suis resté là, tenant la boîte en métal, les regardant maîtriser Vanessa. Elle s'est débattue, hurlant des menaces et des accusations, mais ils l'ont menottée quand même. Tom s'est approché de moi, secouant la tête. Alexia, c'était la chose la plus risquée, la plus insensée et la plus courageuse que j'ai jamais vue. J'ai appris des meilleurs, ai-je dit, en pensant à Frank. De 63 ans de vie, à m'apprendre quand me coucher et quand faire tapis. La diffusion en direct, a-t-il demandé. L'idée de Danny. Il a commencé à enregistrer dès que nous sommes sortis du camion. Tom a ri. A vraiment ri.
Vous savez, vous venez probablement de causer une douzaine de complications juridiques pour les procureurs, mais nous l'avons eu, avec des preuves irréfutables. Elle ne peut pas nier. Il a pris la boîte en métal doucement. Nous allons la prendre en charge. La traiter correctement. Mais Alexia, merci. Vous venez de nous aider à résoudre peut-être une douzaine d'affaires non élucidées. Alors qu'ils emmenaient Vanessa, elle m'a regardé une dernière fois. Pas de mots, juste un long regard, et j'ai soutenu son regard, sans ciller, jusqu'à ce qu'elle soit partie. L'audience de compétence a été annulée. Le juge Winters m'a appelé personnellement le lendemain de l'arrestation de Vanessa pour s'excuser du temps du tribunal et pour me féliciter de ce qu'il a appelé un « courage civique exceptionnel ». Les documents de procuration se sont révélés être des faux, tout comme l'acte de propriété. Toute la stratégie juridique de Vanessa s'est effondrée au moment où l'équipe de police scientifique a vérifié les preuves de Rachel. Cette clé USB contenait 6 ans de tenue de registre méticuleuse. Rachel avait tout documenté. Des enregistrements de conversations avec Vanessa complotant contre des victimes, des copies de signatures falsifiées, des registres financiers montrant des paiements à des fonctionnaires corrompus, même une vidéo de Vanessa admettant avoir organisé la mort de sa grand-mère. Rachel Morrison avait été beaucoup de choses, complice, manipulatrice, meurtrière. Mais à la fin, elle avait aussi été une femme qui savait qu'elle était allée trop loin, qui avait essayé de se créer une issue de secours, et qui avait payé pour ses crimes de sa vie. L'enquête s'est rapidement étendue. En 3 jours, le FBI avait identifié 11 victimes dans le Montana et le Wyoming, des propriétaires âgés qui avaient été systématiquement fraudés et, dans 4 cas, assassinés. Peter Mitchell a été arrêté ainsi que le shérif adjoint ou les 2 autres fonctionnaires corrompus. Le procureur de district a qualifié cela de la plus grande affaire de fraude envers les personnes âgées de l'histoire de l'État. La libération sous caution de Vanessa Foster a été refusée après sa 2e audience. Le juge a cité le risque de fuite et la gravité des accusations. 4 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, complot en vue de commettre un meurtre, fraude, falsification et une douzaine d'autres charges. Son procès a été fixé à 6 mois plus tard, mais ses avocats négociaient déjà des accords de plaidoyer avec les preuves de Rachel. Ils n'avaient pas de véritable défense. Je ne ressentais pas exactement de triomphe. J'aurais peut-être dû, mais je me sentais surtout fatigué et triste pour toutes les vies que Vanessa avait détruites dans sa quête d'argent et de biens qui n'auraient jamais été suffisants. 2 semaines après l'arrestation de Vanessa, Robert a demandé le divorce. Nous étions assis à la table de ma cuisine, la même table où nous avions mangé un millier de dîners du dimanche, et j'ai regardé mon fils signer les papiers avec des mains tremblantes. J'aurais dû savoir, a-t-il dit pour la 100e fois peut-être. Toutes ces années, j'aurais dû voir qui elle était vraiment. Robert, elle a trompé beaucoup de gens. Des procureurs, des enquêteurs, des partenaires commerciaux. Tu ne peux pas te blâmer de ne pas avoir vu clair dans le jeu d'une prédatrice professionnelle. Mais je l'ai choisi plutôt que toi tant de fois. Chaque fois que tu as essayé de me prévenir, chaque fois que tu as dit que quelque chose n'allait pas, j'ai ignoré. Je t'ai fait sentir que tu étais le problème. Tu essayais de maintenir ton mariage. Ce n'est pas un crime. Il a levé les yeux vers moi, les yeux rouges. Elle a essayé de te faire tuer, maman. Ma femme, la femme avec qui j'ai partagé un lit pendant 20 ans. Elle a assassiné des gens pour leur terre, et je n'ai jamais rien soupçonné. Qu'est-ce que ça dit de moi? Ça dit que tu es humain. Ça dit que tu voulais croire le meilleur de quelqu'un que tu aimais. Ce n'est pas de la faiblesse, Robert. C'est de l'espoir. Un espoir mal placé, peut-être. Mais tu as trouvé ta force quand c'était important. Tu as soutenu Danny et moi quand nous avions besoin de toi. Tu n'as pas fui. Tu ne t'es pas caché. Ça compte pour quelque chose. Il a essuyé ses yeux. Je veux me racheter auprès de toi. Peu importe le temps que ça prendra. Alors commence par te pardonner et par être un meilleur père pour Danny. Il a besoin de toi maintenant plus que jamais. Danny avait du mal. La révélation que Rachel l'avait utilisé, que toute leur relation avait été une manipulation, l'avait durement frappé. Il avait pris un semestre de congé de l'université, voyait un thérapeute 2 fois par semaine et réapprenait lentement à faire confiance. Il passait la plupart de son temps à la ferme avec moi. Nous travaillions ensemble dans la grange, réparions les clôtures, planifions les semailles de printemps. Il ne parlait pas beaucoup de Rachel, mais parfois je le surprenais à regarder dans le vide, perdu dans des pensées qu'il ne pouvait pas partager.
Un après-midi de début mars, alors que nous nettoyions le hangar, il s'est finalement ouvert. Grand-mère, tu penses que je suis stupide? Quoi? Bien sûr que non. Pourquoi demanderais-tu ça? Parce que je suis tombé dans le panneau. Tout. Rachel m'a dit qu'elle m'aimait et je l'ai cru. Elle a dit qu'elle voulait t'aider et je lui ai donné tout ce dont elle avait besoin pour te détruire. J'étais juste un outil, un idiot utile. J'ai posé le râteau que je tenais et je me suis assis à côté de lui sur une vieille botte de foin. Danny, tu as 19 ans. Tu as cru que quelqu'un que tu aimais te disait la vérité. Ce n'est pas de la stupidité. C'est de l'innocence. Et il n'y a rien de mal à l'innocence. Mais j'aurais dû voir les signes. Rachel a été formée par Vanessa, qui perfectionnait cette arnaque depuis des années. Elle savait exactement comment manipuler les gens, comment gagner la confiance, comment exploiter les émotions. Même des enquêteurs expérimentés sont tombés dans le panneau. Tu n'es pas faible pour avoir été trompé par une manipulatrice professionnelle. Alors pourquoi je me sens si stupide? Parce que la douleur nous fait tout remettre en question, y compris nous-mêmes. Mais Danny, tu m'as aussi sauvé la vie. Tu as vu clair dans le plan de Rachel au moment critique. Tu m'as prévenu pour le manteau rouge. Tu as gardé cette clé USB en sécurité. Tu as aidé à démasquer toute l'opération de Vanessa. Ce ne sont pas les actions d'une personne stupide. Il est resté silencieux un long moment. Elle me manque parfois. C'est fou. Je sais ce qu'elle était, ce qu'elle a fait, mais parfois, la personne que je pensais qu'elle était me manque. Ce n'est pas fou. C'est du deuil. Tu pleures la relation que tu pensais avoir, l'avenir que tu imaginais. C'est une perte réelle. Même si la relation était basée sur des mensonges. Comment cesse-t-on de regretter quelque chose qui n'a jamais vraiment existé? Le temps, la patience, et la connaissance que tu mérites quelque chose de réel, quelqu'un de réel. Et un jour, quand tu seras prêt, tu le trouveras. Il s'est appuyé contre mon épaule, et je l'ai tenu comme je le faisais quand il était petit, et que le monde semblait trop grand et effrayant. La bataille juridique pour la ferme a duré un autre mois. L'acte falsifié a été officiellement annulé. Toutes les réclamations frauduleuses de Vanessa ont été rejetées. La propriété est restée mienne, libre et nette, comme elle l'avait été pendant 4 générations. Mais plus que cela, le procureur du comté a déposé des privilèges sur tous les biens de Vanessa pour indemniser les familles de ses victimes. Sa maison, ses voitures, son entreprise, tout a été saisi. Summit Property a été dissoute et ses avoirs ont été vendus pour payer les restitutions. J'ai assisté à l'une des audiences de restitution. Il y avait des familles là-bas, des gens qui avaient perdu des parents et des grands-parents à cause des manigances de Vanessa, un homme âgé qui avait perdu sa femme, une femme de mon âge qui avait perdu sa sœur. Nous n'avons pas beaucoup parlé, mais nous partagions quelque chose. La connaissance que nous avions survécu, que la justice avait été lente, mais qu'elle était finalement arrivée. Une femme s'est approchée de moi par la suite. Elle avait environ 50 ans, avec des yeux bienveillants et des cheveux grisonnants. Madame Foster. Je suis Catherine Wells. Ma mère était Martha Hartley, la tante de Rachel. Je lui ai serré la main avec précaution. Je suis vraiment désolé pour votre perte. Pour toutes les deux. Merci. Je voulais que vous le sachiez. Je suis contente que vous l'ayez arrêté. Ma mère méritait mieux que ce qui lui est arrivé. Et Rachel? Sa voix s'est étranglée. Rachel était une bonne gamine, autrefois. Avant que Vanessa ne mette ses griffes sur elle. Je pense à ce que Rachel aurait pu devenir si elle n'avait jamais rencontré cette femme. Votre nièce m'a sauvé la vie, à la fin. Les preuves qu'elle a recueillies, la sauvegarde qu'elle a créée. Sans cela, Vanessa serait peut-être encore libre. Rachel a toujours été minutieuse. Même quand elle faisait des choses terribles, elle était méthodique. Catherine a souri tristement. Peut-être que c'était sa façon d'essayer de garder un certain contrôle, une certaine dignité. Je ne sais pas. Je ne le saurai jamais. Nous sommes restés là, ensemble, deux femmes qui avaient perdu des êtres chers à cause de la cupidité de Vanessa. Et j'ai ressenti un lien que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Le lien des survivants, peut-être, ou simplement la compréhension qui vient de la douleur partagée. Le printemps est arrivé dans le Montana avec son éclat dramatique habituel. Neige un jour, soleil le lendemain, la terre se réveillant lentement de son sommeil hivernal.
J'ai replanté le carré de fraises, 2 fois plus grand qu'avant. Danny m'a aidé et nous n'avons pas parlé de cet été où il avait 7 ans. Nous n'en avions pas besoin. Le travail lui-même était la conversation. Robert est revenu pour les dîners du dimanche. Juste lui, maintenant. Pas de Vanessa. Les repas étaient plus calmes, plus simples, mais plus honnêtes. Nous parlions de petites choses. Le temps, les récoltes, les plans de Danny pour retourner à l'université à l'automne. Nous réapprenions à être une famille sans le poison qui s'était infiltré en nous pendant des années. Tom est passé un après-midi d'avril avec des nouvelles. Vanessa a plaidé coupable. La prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, en échange de son témoignage contre les autres personnes impliquées dans ces complots. Elle ne sortira jamais. Jamais. Et avec son témoignage, nous avons identifié 3 autres fonctionnaires corrompus et 2 autres complices que nous ne connaissions pas. Tout le réseau s'effondre. Je lui ai servi du café et nous nous sommes assis sur le porche, regardant les montagnes devenir violettes dans la lumière du soir. Vous savez. A dit Tom, vous auriez pu être tué plusieurs fois pendant toute cette affaire. Ce que vous avez fait était incroyablement dangereux. Je sais. Mais vous l'avez fait quand même. Je l'ai fait parce que je le devais. Parce que parfois, être en sécurité signifie perdre tout ce qui compte. Et j'ai décidé que je préférais me battre et risquer de mourir plutôt que de me cacher et de perdre ma vie de toute façon. C'est l'Alexia que je me souviens du lycée. Têtue comme une mule et 2 fois plus coriace. J'ai ri. Frank disait la même chose. C'était un homme intelligent. Tom s'est levé en s'étirant. Prenez soin de vous, Alexia. Et si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, je sais où vous trouver. Merci, Tom. De m'avoir cru, d'avoir aidé quand c'était important. Après son départ, je suis resté seul sur le porche alors que l'obscurité s'installait sur la ferme. La terre s'étendait devant moi, familière et précieuse, regagnée par la lutte et la persévérance. J'ai pensé à toutes les femmes comme moi, âgées, méprisées, sous-estimées, qui étaient tombées victimes de gens comme Vanessa. Des femmes qui avaient bâti des vies, élevé des familles et gagné leur place dans le monde, seulement pour que quelqu'un décide qu'il était plus facile de les voler que de les respecter. Mais j'ai aussi pensé à la force qui vient de vivre 63 ans. La sagesse accumulée au fil des saisons de perte et des saisons d'abondance. La compréhension que la patience est une arme, que le silence peut être une stratégie, et que l'âge n'est pas une faiblesse, mais plutôt la distillation de tout ce que l'on a appris sur la survie. Vanessa s'était trompée sur tellement de choses. Mais sa plus grande erreur a été de penser qu'être plus âgé signifiait être sans défense. Elle a vu mon âge et a supposé la vulnérabilité. Elle a vu ma gentillesse et a supposé la faiblesse. Elle a vu ma vie tranquille et a supposé que je n'avais rien pour quoi me battre. Elle n'a jamais compris que les gens qui ont vécu plus longtemps ont plus appris, ont plus survécu, ont développé des instincts aiguisés par des décennies de navigation dans un monde qui ne joue pas toujours franc jeu. Danny est sorti sur le porche avec 2 tasses de chocolat chaud, exactement comme je lui en faisais quand il était petit. Un sou pour tes pensées, a-t-il demandé. Je pense juste au fait de vieillir, à ce que cela signifie. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu as gagné le droit d'être sous-estimé et la satisfaction de prouver à tout le monde qu'ils ont tort. J'ai siroté le chocolat. Ça signifie que tu as appris que la personne la plus bruyante dans la pièce n'est pas toujours la plus forte. Que la patience l'emporte sur l'agressivité. Que la sagesse bat l'arrogance. On dirait un biscuit chinois, a taquiné doucement Danny. On dirait quelqu'un qui vient de passer 3 semaines à déjouer une femme de la moitié de son âge qui se croyait la personne la plus intelligente du Montana. Il a ri et le son était bon, guérisseur. Nous nous sommes assis ensemble alors que les étoiles commençaient à apparaître, éparpillées dans le ciel assombri comme des graines attendant de pousser. La ferme était calme autour de nous, solide et permanente, un témoignage des gens qui avaient travaillé cette terre et refusé de l'abandonner. Dans la grange, j'avais accroché mon manteau rouge à un crochet. Je ne pouvais pas me résoudre à le porter à nouveau, pas après ce qui s'était passé, mais je ne pouvais pas non plus le jeter. C'était la preuve à quel point j'avais failli tout perdre. Un rappel que la vigilance est importante, que la confiance doit se mériter, et que parfois, un avertissement de quelqu'un que l'on aime fait la différence entre la vie et la mort. Demain, je commencerai à préparer les champs pour les semailles. Robert venait pour aider à réparer le système d'irrigation. Danny allait repeindre la grange. Nous avions du travail à faire.
Le genre de travail honnête qui construit plutôt qu'il ne détruit, qui crée plutôt qu'il ne vole. Et dans 6 mois, je serais assise dans une salle d'audience et je regarderais Vanessa Foster être condamnée à la prison à vie. Je la regarderais dans les yeux une dernière fois et je la laisserais voir que j'étais toujours debout, toujours là, me battant toujours pour chaque jour sur cette terre qui était mienne de droit et de résilience. Mais ce soir, je me suis simplement assise avec mon petit-fils et j'ai regardé l'obscurité s'installer sur le Montana. Ressentant la profonde satisfaction d'avoir survécu à quelque chose qui était censé me détruire. La ferme était en sécurité. Ma famille guérissait. Et j'avais appris quelque chose que Vanessa ne comprendrait jamais. La vraie force ne vient pas de la manipulation, de l'argent ou de la cruauté calculée. Elle vient du fait de savoir qui l'on est, ce que l'on valorise et pourquoi l'on est prêt à se battre. Elle vient de la patience d'attendre le bon moment et du courage d'agir lorsque ce moment arrive. Elle vient du fait d'avoir vécu assez longtemps pour apprendre que la sagesse est le pouvoir ultime et que l'âge n'est pas une faiblesse à exploiter mais une forteresse bâtie sur des décennies de survie à tout ce que la vie vous envoie. J'avais 63 ans. J'avais enterré un mari, élevé un fils, survécu à une tentative de meurtre et vaincu une tueuse en série qui avait commis l'erreur fatale de penser que j'étais trop vieille pour me battre. Et je ne faisais que commencer. Le carré de fraises fleurirait à nouveau cet été. Danny serait là pour m'aider à le récolter, et nous mangerions des fraises jusqu'à en être malades, comme nous le faisions quand il avait 7 ans, parce que c'est ce que font les survivants. Ils se souviennent des bons moments. Ils reconstruisent ce qui a été brisé. Ils plantent des graines pour les futures récoltes et ils n'abandonnent jamais, jamais leur terrain sans se battre. Maintenant, dites-moi, qu'auriez-vous fait à ma place? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Merci d'avoir regardé.